Le claquement sec de la lourde porte en chêne massif a résonné dans le silence de l'après-midi. Ce son a brisé mon monde en deux. La partie qui était la mienne et celle dont je venais d'être violemment expulsé. Je me tenais sur le trottoir parisien, devant le magnifique immeuble haussmannien que j'avais appelé, chez moi, pendant près de 30 ans. Alexandre, mon fils unique, se tenait devant moi, le regard vide et glacial. Dégage, a-t-il prononcé ce mot avec une facilité déconcertante, comme s'il chassait un insecte importun. La parole a frappé ma poitrine comme un bloc de glace. Il a jeté un petit sac de voyage à mes pieds. À l'intérieur, seulement quelques vêtements usés, symbole d'une expulsion totale. Les clés de la voiture, les clés de l'appartement, mon téléphone, toutes mes cartes de crédit, tout m'avait été confisqué. J'étais coupé de tout ce qui avait constitué ma vie. Un vent froid a soufflé, me faisant frissonner jusqu'aux os. J'ai regardé le visage de mon fils une dernière fois, cherchant une trace de l'enfant que j'avais élevé. Mais il ne restait rien. Seulement un jeune homme étranger, dont le regard brillait de cupidité et de mépris. Tout ça est à moi, maintenant, a-t-il dit en balayant du regard la façade de l'immeuble. L'appartement, la maison Vasseur, tout. Il a tourné les talons et est rentré à l'intérieur, sans même un regard en arrière. La porte s'est refermée, cette fois plus doucement, mais avec un son définitif et irrévocable. J'étais seule, avec un sac et un cœur en miettes. Aux yeux d'Alexandre, j'étais une mère vaincue, une femme qui avait tout perdu. Mais il ignorait la vérité, il ignorait ce que j'avais fait, juste avant que son père ne nous quitte. L'histoire n'a pas commencé ici. Elle a commencé 3 jours plus tôt, dans une chambre où flottaient les odeurs de la mort et de l'amour. 3 jours plus tôt. L'air dans notre chambre était lourd et silencieux. Seul le sifflement rythmé du concentrateur d'oxygène et la respiration faible de Jean-Pierre, mon mari, brisaient le calme. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en voile, dessinant des motifs mélancoliques sur le lit. Assise à son chevet, je tenais sa main dans la mienne. Cette main, autrefois forte et chaude, était maintenant froide et si maigre que l'on voyait les os. Je lui ai doucement tamponné le front avec un linge humide, essayant d'éponger la sueur qui perlait. Jean-Pierre a ouvert les yeux lentement. Il m'a regardé et a esquissé un faible sourire, un sourire épuisé mais toujours plein d'amour. Hélène, sa voix était rauque. Tu es fatiguée ? J'ai secoué la tête, ravalant le sanglot qui me nouait la gorge. Pas du tout, mon amour. Je veux juste être là, avec toi. Nous étions mariés depuis 30 ans. Nous avions tout construit ensemble, à partir de rien. D'un petit atelier de dentelle dans le Nord, nous avions fait de la Maison Vasseur, une marque de dentelle de Calais reconnue dans le monde de la haute couture. Jean-Pierre était le visionnaire, le guide. J'étais le soutien, celle qui, dans l'ombre, s'occupait de chaque détail. Il a serré ma main, comme pour me transmettre le peu de force qui lui restait. Je sais que je n'en ai plus pour longtemps, a-t-il dit, sans détour. Mes larmes ont coulé, incontrôlables. J'ai enfoui mon visage dans sa main. Ne dis pas ça, Jean-Pierre. Tu dois rester avec moi. Écoute-moi, Hélène. Il a continué d'une voix calme. Nous devons accepter la vérité. Il a marqué une pause, reprenant son souffle. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je m'inquiète pour Alexandre. Le simple fait de prononcer le nom de notre fils a rempli ses yeux d'une anxiété palpable. À cet instant, des bruits de pas se sont fait entendre devant la porte. Alexandre est entré. Il portait une chemise de marque et un pantalon de luxe. L'odeur de son parfum coûteux a heurté l'odeur de médicaments qui imprégnaient la pièce. Il a jeté un regard rapide à son père avant de se tourner vers moi. Maman, j'ai un nouveau projet à te présenter. Sa voix était neutre, comme s'il parlait de la météo. J'ai essuyé mes larmes. Maintenant, Alex? Ton père vient de se réveiller. Juste un instant, maman. C'est important, a-t-il insisté. C'est l'avenir de la maison. Jean-Pierre a tenté de se redresser. Je me suis empressée de l'aider, ajustant les oreillers dans son dos. Dis-nous, Alexandre, a dit mon mari, la voix faible mais toujours empreinte d'autorité. Alexandre a sorti un ordinateur portable ultra fin de sa sacoche.
L'écran s'est allumé, révélant des graphiques et des chiffres. Voici mon plan pour réinventer la maison Vasseur. Il a fait glisser ses doigts sur le pavé tactile. Nous devons arrêter de produire ces motifs anciens et démodés. Ça ne se vend plus. Mais ces motifs sont notre héritage, notre patrimoine, ai-je objecté doucement. Un patrimoine qui ne rapporte rien n'a aucune valeur, maman, a-t-il rétorqué sans me regarder. Je vais remplacer le travail manuel par des métiers à tisser entièrement mécanisés. C'est plus rapide, et les coûts sont bien plus bas. Et nos dentelières, a demandé Jean-Pierre, sa voix tremblant de déception. Celles qui sont avec nous depuis le début? Alexandre a soupiré, exaspéré. Elles sont trop vieilles, papa. Trop lentes. Je vais les mettre à la retraite anticipée avec une prime. Nous allons engager de jeunes designers pour créer des motifs graphiques modernes, cibler les jeunes, et investir massivement dans le marketing digital. Il a continué à dérouler son plan avec enthousiasme. Un plan qui transformerait l'âme de notre entreprise en une usine de produits bas de gamme, sans cœur. Jean-Pierre a fermé les yeux, épuisé. Il a fait un léger geste de la main, signifiant qu'il ne voulait plus en entendre davantage. Ça suffit, Alex, sors, s'il te plaît. Je suis fatigué. Visiblement irrité d'être interrompu, Alexandre a rangé son ordinateur. Maman, s'il te plaît, parle-lui. Il faut aller de l'avant. Puis il est sorti, laissant derrière lui un silence pesant. Après son départ, Jean-Pierre s'est tourné vers moi, le regard plein de douleur. Tu vois, Hélène, c'est de ça que j'ai peur, a-t-il dit. Alex n'a jamais compris ce qui fait le cœur de notre métier. Ce n'est pas juste de la dentelle. C'est une histoire, c'est la vie de chaque artisane, c'est un art qui se transmet. J'ai serré sa main, essayant de nous consoler tous les deux. Il est encore jeune, mon amour. Peut-être qu'il ne comprend pas encore. Non, Hélène. Il n'est plus un enfant. Il est aveuglé par l'appât du gain. Jean-Pierre a été pris d'une violente quinte de tout. Je lui ai tendu un verre d'eau. Après avoir bu une gorgée, il a repris, d'une voix plus déterminée. J'ai pris ma décision, Hélène, je ne laisserai pas Alexandre détruire tout ce que nous avons bâti. Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà parlé à Maître Dubois, a-t-il révélé. Nous allons protéger l'âme de notre maison. Ce soir-là, Maître Dubois, notre avocat de toujours, est venu à l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le bureau de Jean-Pierre, entourés de documents et d'échantillons de dentelle. Jean-Pierre m'a expliqué son plan en détail, un plan qu'il avait préparé en secret avec l'avocat. C'était un plan radical et douloureux. Nous allons créer une nouvelle société à votre nom, Hélène, a expliqué Maître Dubois en me tendant une liasse de documents. Cette société détiendra les actifs les plus précieux, les droits de propriété intellectuelle sur tous les dessins d'archives, les contrats avec nos fournisseurs de fils de soie et de coton de la plus haute qualité, et surtout le portefeuille de nos clients les plus fidèles de la haute couture. Je fixais les documents, abasourdi. C'était comme transférer silencieusement l'âme de la maison Vasseur. Et l'ancienne société, ai-je demandé. La maison Vasseur continuera d'exister, a répondu Jean-Pierre. Alexandre héritera du nom, de l'atelier parisien et des vieux métiers à tisser. Et des dettes considérables qu'il s'apprête à contracter pour son nouveau projet, a ajouté Maître Dubois. Mon cœur était lourd. Je savais que cet acte s'apparentait à une trahison envers mon propre fils. Mais en regardant dans les yeux de Jean-Pierre, j'ai compris que c'était nécessaire. Ce n'était pas une vengeance, mais une protection. Protéger un héritage. Protéger la vie de nos employés dévoués qui risquaient de tout perdre. Et peut-être donner à Alexandre la plus dure des leçons. Je suis désolé de te faire porter ce fardeau, Hélène, a dit Jean-Pierre en prenant ma main. Mais j'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. C'est toi qui comprends vraiment notre métier. C'est toi qui en as toujours pris soin. Quand le moment viendra, tu devras être forte. J'ai hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. J'ai pris le stylo et j'ai signé la pile de documents. Chaque signature semblait sceller le destin qui nous attendait. Cette nuit-là, dans le silence de notre grand appartement, je suis devenue la gardienne de l'héritage de mon mari.
Et en même temps, celle qui allait détruire les rêves de son fils. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Je savais seulement qu'une tempête se préparait, et que je devrais l'affronter, seule. 2 jours plus tard, Jean-Pierre s'est éteint paisiblement, dans mes bras. Le silence qui a remplacé sa respiration était plus assourdissant que n'importe quel bruit. L'appartement, autrefois vibrant de vie, semblait vide et froid. Mon cœur était brisé, mais la promesse faite à mon mari m'obligeait à rester forte. Les funérailles furent simples mais dignes, selon ses volontés. La plupart des invités étaient de vieux amis, des clients fidèles et nos employés. Tous sont venus me présenter leurs condoléances, ainsi qu'à Alexandre. Je recevais les condoléances avec calme, cachant ma douleur derrière un visage impassible. Alexandre se tenait à mes côtés, mais son esprit semblait ailleurs. Vêtu d'un costume noir coûteux, il saluait les invités avec une attitude répétée. Il acceptait les mots de réconfort, mais son regard passait par-dessus les épaules de chacun, comme s'il cherchait des opportunités d'affaires plutôt qu'un soutien moral. Je l'ai même vu échanger des cartes de visite. Delphine, la sœur de Jean-Pierre, ne quittait pas Alexandre d'une semelle. Vêtue d'une robe de soie noire un peu trop ostentatoire pour l'occasion, elle affichait un air de triomphe à peine dissimulé. Elle n'arrêtait pas de chuchoter à l'oreille d'Alexandre, et me lançait des regards victorieux. J'ai toujours su que Delphine me jalousait, me considérant comme une simple provinciale qui avait eu la chance d'épouser son frère. Elle n'avait jamais reconnu la valeur de mon travail pour la famille et l'entreprise. Toutes mes condoléances, Hélène, m'a-t-elle dit d'une voix faussement compatissante. Jean-Pierre est mieux là où il est. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère de la jeunesse, n'est-ce pas? Elle a jeté un regard vers Alexandre, indiquant clairement son camp. J'ai simplement hoché la tête, sans force pour lui répondre. Après la cérémonie, je suis rentrée à l'appartement, épuisée physiquement et mentalement. J'aurais voulu m'effondrer sur le lit et pleurer. Mais je savais que ce n'était pas encore le moment. Je suis allée dans le bureau de Jean-Pierre et j'ai ouvert le tiroir de sa table de travail. À l'intérieur, une enveloppe craft à mon nom. Je l'ai ouverte délicatement. Elle contenait un billet de TGV aller simple pour Calais, et une somme d'argent liquide, suffisante pour démarrer quelque chose. Un petit mot, écrit de la main tremblante de Jean-Pierre, l'accompagnait, va retrouver Bernard à Calais. Il t'attend. Je te confie notre âme avec tout mon amour. Mes larmes ont taché le papier. Je l'ai serré contre mon cœur. C'était son dernier héritage. Pas de l'argent ou des biens, mais un plan, une confiance, et un chemin pour que je puisse continuer à me battre. J'ai caché l'enveloppe dans le vieux sac de voyage que j'avais préparé. Un petit sac qui ne payait pas de mine. Le lendemain matin, la tempête est arrivée. Je me suis levée tôt, sachant ce qui allait se passer. En bas, Alexandre et Delphine m'attendaient déjà à la table de la salle à manger. Une pile de dossiers était posée devant mon fils. Maître Dubois était là aussi, son visage impassible trahissant une lueur de sympathie à mon égard. « Assieds-toi, Hélène, » a dit Delphine d'un ton de vainqueur. « Nous avons des choses importantes à discuter. » Je me suis assise en silence. Alexandre a poussé le dossier vers moi. « Voici le testament de papa », a-t-il dit sans me regarder. « Maître Dubois va vous l'expliquer. » L'avocat a commencé la lecture d'une voix formelle. En résumé, Jean-Pierre léguait la société, Maison Vasseur, ainsi que tous les actifs qui y étaient liés, y compris cet appartement, à son fils unique, Alexandre. Pour moi, il laissait une somme d'argent, certes conséquente, mais dérisoire comparée à la valeur de l'entreprise. Delphine m'a regardé avec un sourire moqueur. Le visage d'Alexandre restait de marbre, mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux. Conformément au testament, cet appartement et tous les biens qu'il contient appartiennent désormais à monsieur Alexandre Vasseur, a conclu l'avocat. Ce qui veut dire, a demandé Delphine, impatiente. Ce qui veut dire que maman n'a plus aucun droit sur cet appartement, a répondu Alexandre lui-même, sa voix froide et décisive. Je te donne 1 heure pour faire tes affaires. 1 heure pour une vie que j'avais mis 30 ans à construire. Je n'ai pas discuté. Je me suis levée et je suis montée dans notre chambre non, ma chambre avec Jean-Pierre. Son odeur flottait encore légèrement dans l'air. Je n'ai pas pris grand-chose.
Juste quelques affaires personnelles et la photo de notre mariage, que j'ai glissé dans mon sac. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Les souvenirs ont afflué. Le rire de Jean-Pierre, la voix de mon fils quand il était enfant, j'ai chassé ses pensées. Ce n'était pas le moment d'être faible. J'ai traîné mon vieux sac hors de la chambre et j'ai fermé la porte doucement, comme un adieu. En bas, Alexandre m'attendait près de la porte d'entrée. Il n'a même pas fait un geste pour m'aider. C'est tout, a-t-il demandé, son regard méprisant balayant mon vieux sac. J'ai hoché la tête. Bien. Alors tu peux y aller. Et c'est là que l'histoire rejoint la première scène. Il m'a tout pris. Mon téléphone, mes cartes, il voulait s'assurer que je parte sans rien. Il m'a poussé dehors, a jeté mon sac sur le trottoir, et a prononcé ces mots qui m'ont transpercé le cœur, « Dégage ». La porte en chaîne s'est refermée, coupant tous les ponts. Je suis resté immobile, laissant mes larmes couler en silence. Ce n'étaient pas des larmes de défaite, mais des larmes d'adieu. J'ai dit adieu à mon ancienne vie, à mon ancien moi. La voiture de sport d'Alexandre est sortie du parking. Delphine était sur le siège passager. Elle a baissé la vitre et m'a adressé un dernier sourire narquois. La voiture a disparu, ne laissant que de la fumée et de la poussière. Je me suis baissé pour ramasser mon sac. J'ai inspiré profondément, humant l'air d'une liberté douloureuse. Même si j'avais l'air d'une femme démunie, une petite lueur d'espoir naissait en moi. J'avais l'argent liquide que Jean-Pierre m'avait laissé, un billet de train dans mon sac, et surtout, j'avais un plan. Mes pas m'ont guidé vers la gare du Nord. Le long du chemin, j'ai pensé au visage de Bernard, notre fidèle directeur de production à Calais, qui avait démissionné dès qu'il avait appris la mort de Jean-Pierre. Il m'attendait là-bas, avec quelques-unes de nos meilleures dentelières. J'ai pensé aux dessins d'archives, dont j'étais maintenant la seule propriétaire. J'ai pensé à la liste de nos clients les plus prestigieux, qui faisaient confiance à notre qualité depuis des années. Alexandre n'avait hérité que d'une coquille vide, un nom qui allait bientôt n'être qu'un souvenir. Moi, j'avais hérité du cœur de l'entreprise. Le ciel commençait à prendre des teintes orangées lorsque je suis arrivé à la gare. L'agitation et le bruit des voyageurs m'ont étrangement redonné vie. Je ne me sentais plus seule. J'ai regardé mon billet, Paris, Calais. Ce n'était pas juste un billet de train. C'était un billet pour une nouvelle vie. Une vie que j'allais devoir reconstruire de mes propres mains, une fois de plus. Le sifflet du train a retenti. J'ai grimpé à bord et j'ai trouvé ma place, près de la fenêtre. Le train s'est ébranlé lentement. L'image de Paris, cette ville qui avait été à la fois ma maison et ma prison, s'estompait peu à peu dans l'obscurité. Je n'ai pas regardé en arrière. Ma destination était devant moi. La vraie bataille ne faisait que commencer. Le grincement des roues sur les rails a ralenti, puis s'est arrêté. J'ai posé le pied sur le quai de la gare de Calais. L'air du matin ici était radicalement différent de celui de Paris. Une fraîcheur vivifiante se mêlait à une légère odeur saline et iodée. Les gens autour de moi semblaient moins pressés, tout se mouvait à un rythme plus lent. J'ai ajusté mon vieux sac sur mon épaule. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme une véritable étrangère. Personne ne me connaissait ici, personne ne m'attendait du moins, c'est ce que je croyais. Madame Vasseur ? Une voix grave et familière m'a fait sursauter. Je me suis retournée pour découvrir le sourire chaleureux de Bernard. Vêtu simplement d'un pull de laine et d'un pantalon de toile, il avait toujours ce regard respectueux et loyal. Un sentiment de réconfort a envahi mon cœur. Bernard, ai-je murmuré. Je suis venu vous chercher, a-t-il souri en prenant mon sac. Monsieur Jean-Pierre m'avait tout expliqué. Il m'a demandé de prendre soin de vous. Entendre le nom de mon mari a fait monter les larmes, mais je les ai vite essuyées. Il était temps d'être forte. Merci, Bernard. C'est vraiment gentil d'avoir tout quitté comme ça. Ce n'était pas un sacrifice, madame. J'ai travaillé toute ma vie avec monsieur Jean-Pierre. Je sais ce qu'il voulait protéger. Là-bas, ce n'était plus ma place. Ces mots m'ont fait comprendre que je n'étais pas seule dans ce combat. Bernard m'a conduite à une vieille voiture, usée mais impeccable. Nous avons quitté le centre-ville pour nous diriger vers une zone plus calme,
où de petites maisons de briques rouges bordaient les rues. Le paysage était apaisant. Bientôt, la voiture s'est garée devant une maison à 2 étages, avec une petite cour à l'avant. « Voici la maison que j'ai louée pour vous », a dit Bernard. En descendant, j'ai examiné ma nouvelle demeure. Elle n'avait rien à voir avec notre luxueux appartement parisien, mais étrangement, je m'y sentais plus chez moi. Il y avait une chaleur, une vie, que l'autre endroit n'avait jamais eue. « Et l'atelier ?» ai-je demandé. Bernard a montré un bâtiment en briques un peu plus loin dans la rue. Juste là. C'est un ancien atelier de dentelle, abandonné depuis des années, mais la structure est saine. Le propriétaire a été très compréhensif, il nous a fait un bon prix. Nous sommes allés voir. La porte a grincé en s'ouvrant, révélant un grand espace poussiéreux. Une dizaine de vieux métiers à tisser l'hiver, ces géants de fonte et d'acier, se dressaient en silence, comme des soldats attendant des ordres. Je me suis approché et j'ai caressé le métal froid de l'un d'eux. J'imaginais déjà le bruit assourdissant et rythmé de ces machines reprenant vie. « Il y a beaucoup de travail », a dit Bernard. « Ce n'est pas grave », ai-je répondu, la voix plus ferme. « Nous commencerons dès demain. » « Et les dentelières ? Avez-vous pu contacter quelqu'un ?» Bernard a souri fièrement. « Oui, madame. Solange, Martine et quelques autres, elles vous attendent. Ce sont les meilleures, celles que votre fils jugeait trop vieilles. Elles étaient ravies d'apprendre que vous ne les abandonniez pas. Elles ont dit que si elles ne travaillaient pas pour vous, elles ne travailleraient pour personne d'autre. » J'étais submergé par l'émotion. C'était ça, mon véritable atout. Le cœur dont parlait Jean-Pierre. Pas des machines sans âme, mais des gens, leur loyauté, leur savoir-faire. Cette première journée à Calais est passée vite. Après avoir posé mes affaires, la faim s'est fait sentir. Je suis sorti et j'ai trouvé un petit bistrot de quartier. Une femme âgée, aux cheveux poivre et sel, était derrière le comptoir. « Bonjour », m'a-t-elle salué avec un sourire amical et un accent du Nord chantant. « Qu'est-ce que je vous sers ? » Un café et un croque-monsieur, s'il vous plaît. C'est une nouvelle tête par ici, non, a-t-elle demandé en préparant ma commande. Oui, je viens d'emménager. Elle a posé l'assiette chaude devant moi. Vous venez faire quoi dans notre coin ? Vous n'avez pas l'air d'ici. J'ai hésité un instant. Je viens rouvrir un atelier de dentelle. Les yeux de la vieille dame se sont illuminés. Ah, mais c'est merveilleux. Celui qui est abandonné au bout de la rue ? J'ai hoché la tête. Super. Ça va ramener un peu de vie. Moi, c'est Madame Leclerc. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Son sourire sincère a fait fondre la glace autour de mon cœur. Avant que je parte, elle a refusé mon argent. C'est pour vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Je suis rentré, le ventre et le cœur réchauffés. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, avec une détermination nouvelle pour le lendemain. Pendant ce temps, à Paris. Dans une salle de réunion luxueuse et glaciale, Alexandre se tenait devant un écran géant. La maison Vasseur entre dans une nouvelle ère, a-t-il proclamé devant un parterre d'investisseurs et de journalistes. L'écran affichait un nouveau logo, moderne mais sans aucune âme. Nous allons révolutionner l'industrie de la dentelle, la rendre accessible à tous. Delphine, au premier rang, applaudissait à tout rompre. Alexandre a parlé de ses machines allemandes, de ses designers internationaux, de son budget marketing colossal. Et les motifs anciens, a demandé un journaliste. Ils appartiennent au passé. Nous les mettrons dans un musée, a répondu Alexandre avec un petit sourire. Et les anciennes dentelières ? Nous leur avons offert une retraite bien méritée. L'heure est à la technologie et à la jeunesse. Il ignorait que ces dentelières étaient sur le point de travailler pour sa plus redoutable concurrente. Il ignorait que les motifs qu'il méprisait allaient renaître, à des centaines de kilomètres de là. Après la conférence, il paradait en vainqueur. « Je vais montrer à papa que ma méthode est la bonne », disait-il, sans réaliser qu'il ne possédait qu'un nom vide, une coquille magnifique mais sans substance. La tempête qu'il créait n'apportait pas le succès, mais sa propre destruction. Le lendemain matin, à Calais,
je me tenais au milieu de l'atelier, maintenant impeccable. Solange, Martine et les autres s'affairaient déjà, réparant les vieux métiers à tisser avec une expertise fascinante. Le son des rires et des conversations résonnait pour la première fois dans ce lieu. J'ai sorti mon carnet de croquis, celui où se trouvaient tous nos dessins d'archives. Je l'ai ouvert à la première page, sur un motif que j'avais dessiné moi-même. Un motif que Jean-Pierre disait être le plus beau. Nous allons commencer par celui-ci, ai-je annoncé. Tous les regards se sont tournés vers moi, brillants d'espoir. Le soleil matinal a inondé l'atelier, faisant scintiller les bobines de fil de soie. C'était l'aube de ma nouvelle vie. L'aube d'Hélène. Les jours à Calais s'écoulaient, remplis de travail et de sens. Notre petit atelier avait repris vie au son rythmé des métiers à tisser, une musique pour mes oreilles. Bernard contactait un par un nos anciens clients de la haute couture. Au début, ils étaient hésitants, mais dès qu'ils voyaient la qualité de nos premières pièces, tout changeait. Hélène, c'est la qualité originelle que je croyais perdue, m'a dit au téléphone un grand couturier. La dentelle que votre fils m'a envoyée est raide, synthétique. Mais celle-ci elle est douce comme un nuage, le dessin est d'une finesse incroyable. Ce jour-là, nous avons reçu notre première grosse commande. Le bouche à oreille a fait le reste. Les clients ne cherchaient pas une marque, ils cherchaient une âme. Et ils l'avaient trouvée ici, dans notre petit atelier que j'avais baptisé « l'Aube d'Hélène ». Ma vie était simple. Je prenais mes repas au bistrot de Madame Leclerc, je discutais avec les gens du quartier. La douleur de la trahison de mon fils était toujours là, une cicatrice, mais elle ne me consumait plus. Elle était devenue mon carburant. À Paris, l'empire d'Alexandre commençait à vaciller. Après le battage médiatique initial, les problèmes sont apparus. La dentelle produite par les machines était sans vie. Les plaintes des clients et les retours de marchandises s'accumulaient. Les prestigieuses maisons de couture, piliers de l'entreprise, refusaient de commander. Les profits chutaient tandis que les coûts d'exploitation explosaient. « Alex, il nous faut plus d'argent », lui a dit Delphine un jour, le visage inquiet. « Les banques ne veulent plus nous prêter. » Alexandre passait ses nuits seul dans son bureau, noyant son angoisse dans des alcools chers, fixant les chiffres rouges de sa comptabilité. Un soir, il est tombé sur un magazine de mode posé sur sa table. En couverture, une célèbre actrice portait une robe spectaculaire, confectionnée dans une dentelle qu'il ne connaissait pas. Le titre lui a glacé le sang, L'Aube d'Hélène, la renaissance de la véritable dentelle de Calais. Il a dévoré l'article. On y parlait d'une nouvelle marque artisanale du Nord, qui faisait sensation grâce à sa qualité irréprochable et à ses motifs d'archives. L'article décrivait un petit atelier chaleureux, la passion des artisanes. Et à la fin, le nom de la fondatrice, Hélène Vasseur. Le verre de whisky lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Impossible, a-t-il murmuré. Sa mère. La mère qu'il avait chassée avec un vieux sac. La mère qu'il imaginait misérable. Elle était là, à Calais, bâtissant un empire pour le concurrencer. La rage l'a submergé. Un sentiment de trahison intense. C'était son plan depuis le début, a-t-il hurlé, balayant de rage tout ce qui se trouvait sur son bureau. Il a appelé Delphine. Tante Delphine. Maman, elle a monté une boîte pour nous couler. Elle est à Calais. Elle a pris nos meilleures dentelières. Calme-toi, Alex, a tenté de le raisonner sa tante. Comment aurait-elle fait? Elle n'avait pas un sou. Je n'en sais rien. Mais je vais aller régler ça. Je vais aller voir ça de mes propres yeux. Il a saisi ses clés de voiture. La colère et le sentiment d'avoir été dupé lui faisaient oublier la faillite imminente, les dettes. Il n'avait qu'une idée en tête, affronter cette femme qu'il appelait mère. Cette femme qui avait anéanti ses rêves. Sa voiture de sport a filé hors de Paris, propulsée par la fureur et un cœur brisé, en route vers une confrontation avec une vérité bien plus douloureuse que la trahison, la vérité sur lui-même. La voiture de sport d'Alexandre s'est arrêtée brutalement devant le modeste atelier de Calais. Le contraste entre le véhicule rutilant et le bâtiment de briques était saisissant. Il a claqué la portière, un son qui a fait taire le vacarme des métiers à tisser. Tous les regards se sont tournés vers lui. Nos yeux se sont croisés.
Les siens brûlaient d'une fureur qui semblait vouloir tout incinérer sur son passage. Alexandre, ai-je soufflé. Il a balayé l'atelier d'un regard méprisant. Les vieilles machines, les artisanes qu'il avait licenciées, et moi, dans ma simple robe de coton. Tout cela semblait attiser sa colère. Alors c'est ça ton nouvel empire, a-t-il crié. Pas mal pour quelqu'un qui est parti sans rien. Il a marché vers moi. Bernard a voulu s'interposer, mais je l'ai arrêté d'un geste. C'était entre mon fils et moi. Pourquoi es-tu ici, ai-je demandé, d'une voix que je voulais calme. Pourquoi, a-t-il ricané. Je suis venu voir le visage de la voleuse. Tu m'as tout volé. Mes artisanes, mes clients, tout. Il m'a pointé du doigt. Tu avais tout planifié, n'est-ce pas? Avant même que papa ne meure. Mon silence l'a rendu fou. Réponds, a-t-il hurlé. Espèce de vipère. Tu m'as trahi. Chaque mot était un couteau dans mon cœur, mais je devais rester forte. J'ai levé la tête et les regardé droit dans les yeux. Et ce que tu m'as fait, à moi ça s'appelle comment? Le jour où tu m'as chassé de ma propre maison, où tu m'as tout pris. As-tu pensé une seule seconde à ce que je ressentirais? Ma question l'a fait hésiter. Ce n'est pas pareil. Papa m'a tout légué, c'était mon droit. Le droit de détruire tout ce qu'il avait construit, ai-je répliqué. Le droit de jeter des gens qui avaient consacré leur vie à notre maison? Le droit de transformer une entreprise avec une âme en une usine sans cœur? Ma voix s'est élevée, chargée de toute la douleur et la déception accumulée. Ton père savait que tu ferais ça, ai-je continué. Il voyait tout, c'est pour ça qu'il a dû protéger le cœur de l'entreprise. Et le vrai cœur, il n'est pas dans les murs d'un immeuble parisien, ni dans un nom de marque. J'ai regardé autour de moi. Le cœur, il est ici. Il est dans ces femmes, dans leur savoir-faire, dans l'amour qu'elles mettent dans chaque centimètre de dentelle. C'est quelque chose que tu n'as jamais compris, et que tu ne posséderas jamais. Alexandre était sans voix. La vérité l'a frappé de plein fouet. Il n'avait pas seulement été trahi. Il n'avait jamais été l'élu. Son propre père, celui qu'il voulait tant surpasser, était l'architecte de sa chute. Non, papa n'aurait jamais fait ça, a-t-il murmuré, incrédule. Il m'aimait. Il t'aimait plus que tout, Alexandre, ai-je dit, ma voix s'adoucissant. Mais parfois, l'amour, c'est donner la plus dure des leçons. Il espérait qu'un jour, tu comprendrais quelles sont les vraies valeurs de la vie. Il s'est effondré à genoux sur le sol poussiéreux, la tête entre les mains, comme si son monde venait d'exploser. Ses rêves, son ambition, son royaume, tout était en ruine. Il n'avait pas perdu contre moi. Il avait perdu contre la vision de son père. Perdu contre sa propre cupidité. Il est resté là, longtemps, au milieu du silence. Puis, des larmes ont commencé à couler. Des larmes de défaite et de confusion. Qu'est-ce qu'il me reste, a-t-il demandé d'une voix brisée. Tu m'as tout pris. Je me suis approchée et me suis accroupie en face de lui. Je ne t'ai rien pris, Alexandre. Tout ce que tu as perdu, c'est par ta propre faute. La maison Vasseur n'est plus qu'une coquille vide parce que tu en as jeté l'essence. Tu ne possèdes plus rien parce que tu n'as jamais su apprécier la valeur de ce que tu avais. Mes mots ont achevé de briser le mur de son arrogance. Il a éclaté en sanglots, comme un enfant. J'ai laissé la douleur sortir, sachant qu'il devait toucher le fond pour pouvoir remonter. Quand il s'est calmé, ses yeux rouges et gonflés se sont posés sur moi. Qu'est-ce que je dois faire, a-t-il demandé, pour la première fois de sa vie, en quête de direction et non en donnant un ordre. Mon cœur de mère voulait le serrer dans mes bras, mais une autre partie de moi, celle qui avait souffert, savait qu'il n'était pas temps. Je me suis relevée. Prouve-le, ai-je dit d'une voix ferme. Prouve que tu veux vraiment changer, pas seulement parce que tu n'as nulle part où aller. Il m'a regardé, confus. Prouver comment? J'ai désigné un métier à tisser vide dans un coin de l'atelier. Commence par là. Apprends tout depuis le début. Apprends à respecter le travail, à respecter les autres. Et surtout apprends à te respecter toi-même. L'incrédulité se lisait sur son visage. Lui, Alexandre Vasseur, diplômé d'une grande école de commerce, faire le sale boulot d'un ouvrier?
Je ne peux pas, a-t-il soufflé. Alors c'est ta réponse? Dans ce cas, la porte de l'atelier est ouverte pour sortir. Je lui ai tourné le dos, prête à le laisser à son destin. J'ai fait quelques pas. Attendez. Sa voix m'a arrêté. Je ne me suis pas retournée. Je vais le faire, a-t-il dit, la voix pleine d'hésitation. Je vais le prouver. J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. C'était un pari. Le plus grand pari de ma vie. Je me suis retournée. Bien. Alors lève-toi. Le travail commence demain, à l'aube comme apprenti de Solange. La leçon la plus dure et la plus belle de la vie d'Alexandre était sur le point de commencer. Le lendemain, Alexandre était là avant le lever du soleil. Il avait troqué son costume contre un vieux jean et un t-shirt. Sa voiture de sport avait disparu. Solange, l'une de nos plus anciennes dentelières, l'a accueilli sans chaleur ni mépris. Alors, on est là. Suis-moi. Ton premier travail, nettoyer tous les métiers à tisser. Pendant des semaines, Alexandre a accompli les tâches les plus ingrates. Ses mains, autrefois manucurées, se sont couvertes d'ampoules et d'égratignures. Il a appris à se taire, à écouter, à obéir à ceux qu'il avait autrefois méprisés. Il était seul, silencieux, épuisé. J'ai vu le découragement dans ses yeux plus d'une fois, mais il n'a pas abandonné. Peu à peu, quelque chose a changé. Il a commencé à observer, à apprendre. Sa maladresse s'est transformée en application. Les autres artisanes, d'abord méfiantes, ont commencé à le voir différemment. Pendant ce temps, l'Aube d'Hélène prospérait. Une prestigieuse maison de couture parisienne nous a contactés pour une collaboration exclusive. C'était une opportunité immense. Un jour, alors que nous étions confrontés à un problème complexe de teinture que personne n'arrivait à résoudre, Alexandre est entré timidement dans mon bureau. Il avait lu les vieux carnets de son père, en combinant le savoir traditionnel avec ses connaissances en chimie, il pensait avoir trouvé une solution. C'était une intuition brillante. Nous l'avons essayée, et elle a fonctionné à la perfection. La couleur était parfaite. Ce jour-là, dans les yeux des autres, j'ai vu pour la première fois du respect pour lui. Et dans les siens, une fierté nouvelle et humble. Ce soir-là, il m'a retrouvé dans l'atelier silencieux. « Maman, je suis désolé, a-t-il dit, les yeux pleins d'un remords sincère. Je sais que ça ne change rien, mais je suis vraiment, vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. » Les larmes que je retenais depuis si longtemps ont coulé. C'était tout ce que j'avais toujours voulu entendre. Pas seulement des excuses, mais une véritable prise de conscience. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne, calleuse et marquée par le travail. Le mur de glace entre nous a enfin commencé à fondre. Après cette nuit, notre relation s'est lentement reconstruite. Alexandre est devenu un membre essentiel de l'équipe, alliant son sens de l'innovation au respect de la tradition. Quelques mois plus tard, la nouvelle est tombée, la maison Vasseur avait été officiellement déclarée en faillite. Delphine avait disparu après avoir vendu ses parts. Alexandre a accueilli la nouvelle avec un simple soupir. C'est la fin d'un chapitre, maman. Une leçon que je n'oublierai jamais. Un soir, il m'a offert un cadeau. Une petite écharpe en dentelle, maladroitement tissée, pleine de défauts. C'est la première pièce que j'ai réussi à faire tout seul, a-t-il dit, rougissant. Elle n'est pas parfaite mais je voulais te l'offrir. J'ai pris le tissu entre mes mains tremblantes. Pour moi, c'était le plus bel objet du monde. J'ai pleuré de joie et je l'ai serré dans mes bras. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais retrouvé mon fils. Pas le jeune homme arrogant et avide, mais un homme qui avait appris la valeur de l'humilité, du travail et de l'amour. Aujourd'hui, je regarde souvent par la fenêtre de l'atelier. Je vois mon fils rire avec Solange et Martine, ses mains guidant les fils avec une nouvelle dextérité. J'ai tout perdu, et pourtant, je n'ai jamais été aussi riche. L'héritage de Jean-Pierre n'était pas une entreprise. C'était une chance de se réinventer, de pardonner, et de reconstruire. Je porte souvent l'écharpe imparfaite que mon fils m'a offerte. Sa texture un peu rude contre ma peau me réchauffe le cœur. C'est le symbole de notre long voyage, des ténèbres de la trahison vers l'aube du pardon et d'un nouveau départ.
Le soleil se lève sur Calais, et ses rayons dorés illuminent les fils de soie, promesse d'un avenir que nous tissons désormais, ensemble.